Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir. C'est cette tribune qui vous permet de mieux comprendre l'actualité à travers les analyses, à travers le décryptage de l'actualité par notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir Romiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, vous êtes par ailleurs expert électoral, expert en gouvernance, consultant médias et communication. S'acheminons-nous vers l'annonce officielle de la candidature du chef de l'État quand on sait que ce week-end, il y a quand même un des organes de presse qui annonce cette réunion tenue ce week-end avec les soutiens, donc entre le président de la République, entre le chef de l'État et les soutiens politiques. On parlerait donc de la candidature plus prononcé du chef de l'État. À quand l'annonce officielle Agapit Napoléon Maforican? Alors vous posez deux questions. Si c'est le soutien, moi c'est pas. Vous avez annoncé comme une information officielle. Je n'ai pas connaissance qu'il y ait un groupe appelé les soutiens officiels du chef de l'État. Bon, on pourrait imaginer que ça peut être le BR par exemple, le Bloc républicain et l'Union progressiste. C'est deux partis politiques qui soutiennent son action, tout comme l'UDBN, tout comme le PRD, tout comme Moël Bénet, qui est le premier qui l'a choisi. Donc, comme candidat. Donc c'est délicat. Voilà, je pense qu'il faut, enfin, de ma position, je ne peux pas opiner là-dessus puisque le groupe est assez large et au-delà des partis, il y a les personnalités qui ne sont pas membres de ces partis, mais qui opinent sur sa candidature, qui sont des soutiens potentiels à sa candidature. Et donc, peut-être que le chef de l'État a rencontré des amis politiques. Parce que là c'est lui qui choisit ses amis politiques. Et dans son interview, il a fait la part des choses. Les amis politiques, et puis les autres qui sont les partenaires de circonstances. Voilà, donc il faut bien faire la part des choses pour ne pas se perdre. Vous posez la question de savoir à quand. Je vais vous répondre par une réponse que j'ai l'habitude de vous donner. Ce ne serait pas avant fin décembre, courant janvier. Ce ne serait pas avant fin décembre, courant janvier. C'est-à-dire que c'est un classique. Le savoir plus tôt ne change rien fondamentalement, mais ça n'apporte rien non plus. Donc, du coup, le chef d'État est au travail. C'est le président de la République. Vous avez pu constater que la semaine dernière, il a décanté deux situations. Il a rencontré les aspirants, les syndicats, pour régler la question des aspirants. Et depuis lors, la tension a baissé. Depuis lors, la question semble réglée. J'ai écouté des aspirants qui sont heureux, qui sont satisfaits de cette rencontre. Ça, c'est le président de la République dans sa fonction de père de la nation. Certains n'aiment pas cette façon. Mais quand on dit père en Afrique, c'est quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée. C'est quelqu'un dont la voix porte, dont la voix calme les tensions. C'est ça le père de famille en Afrique. C'est pas peut-être la même chose ailleurs. C'est ça. La deuxième situation gérée par le président de la République la semaine dernière, c'est en rencontrant la Commission béninoise des droits de l'homme. Ça fait moins de pratiquement 10 ans. 2007, la dernière fois, c'est 2006. Je pense que à son avènement du président Yahi, on n'avait plus de Commission béninoise des droits de l'homme en place. Donc, toute cette décennie Yahi s'est déroulée sans Commission béninoise des droits de l'homme. Il y a eu les textes qui ont été revus, c'est d'accord, mais les textes ont débouché sur une nouvelle commission seulement en 2018, installée en 2019, et finalement reçue en 2020 avec le premier rapport. Et curieusement, au moment où certains font du bashing à l'extérieur, le président rencontre cette commission et leur donne toujours son langage de vérité. Le Bénin, le gouvernement, le président s'assure, se garantit, assure la commission qu'il veillera au respect des droits de l'homme. Mais pour lui, il verra également à la juste punition des délinquants, de ceux qui enfreignent aux règles du droit. Parce que les droits de l'homme, ce n'est pas non plus le laxisme de laisser aller. Voilà, donc ça veut dire quoi? Que le chef d'État est au travail. Il est au travail. Et donc il ne s'occupe pas de cette question qui semble être quand même importante pour certaines personnes. C'est ça qu'on voit là-bas. Vous savez, il y en a d'autres. Ceux qui sont totalement oisifs s'occupent de ça. Ceux dont le travail est ça, mais pas ceux qui vivent de la politique. Parce qu'aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, il y en a qui sont dans ça. L'administration de l'UPI ils ne font que ça. L'administration du BR, ils ne font que ça. Parce que c'est ça désormais, c'est professionnalisé presque. Pour les gens de l'administration, pour les élus.
qui en ont. Donc, eux, ils peuvent travailler sur ça. Après, vous l'avez vu, l'UP travailler sur son programme de gouvernement. Ça, c'est le parti. Le BA travaille sans doute. Moi, là, j'ai fait plusieurs séances, dont un congrès extraordinaire, l'UDBN, le PRD. Donc, ceux-là, c'est leur travail, c'est leur fonction. Mais la fonction du chef de l'État, c'est de gérer le pays. Et il est en train de le faire. Il le fait. Mais vous pensez que ceux qui ont lancé des appels à candidature, en fait, pas des appels à candidature, mais des appels à l'endroit du chef de l'État pour qu'il se repositionne en 2021, vous avez l'impression qu'ils attendent, ou du moins qu'ils espèrent la réponse du chef de l'État en décembre, mais ils veulent l'avoir au plus tôt pour pouvoir se préparer quand même. Non, ils le font depuis juin, depuis mai. Attendons, on est en octobre, ça fait 5 ans qu'ils le font. C'est moi, ils peuvent attendre encore 4 ans, il n'y a pas de souci. Le président dit qu'il a déjà pris sa décision. Il sait là où il va le dire. Sans doute, il sait quand il le dira. L'analyste dit, il ne le dira pas avant décembre ou janvier. Ce n'est qu'un analyste. Je ne suis pas un confident du président de la République, je ne suis pas non plus dans son... Et donc, ce que nous avons voilà, on attend. Vous pouvez faire quoi d'autre? Même l'organe qui a dit que le président a rencontré ses soutiens et autres. Est-ce qu'il a dit que le président dit je suis candidat? C'est ce qu'il a dit. C'est où? C'est Fraternité l'a dit. Hein. Voilà. Patrice Talon est candidat. Non, c'est à la faveur de cette rencontre. Non, nous avons dit ici qu'au-delà, ça fait longtemps que nous l'avons. Donc, en le lisant entre les lignes à travers le Jeune Afrique, on peut dire qu'il est candidat. Nous l'avons déjà dit il y a quelques jours ici. Donc. On attend l'annonce du chef. Mais la voix du chef d'État annonçant qu'il est candidat lui-même, parce qu'il n'y a que sa voix qui comptera. Ce n'est pas son porte-parole qui dira qu'il est candidat. On va récupérer ça naturellement. On va analyser ça. Ça va faire le chou gras des médias. Ça va faire les heures de grands débats, de rhétorique, de diatribe, de dissertation, de tout. C'est sûr. Mais après, tant que lui-même n'a pas dit « je suis candidat », ça change tout. Donc, l'entendre sur sa propre candidature de manière claire, nette et précise, ce ne sera pas avant la fin de l'année. Très bien. Avant de vous laisser partir, Agapit Napoléon Aforicain, on pourrait peut-être prendre exemple sur ce dialogue initié par la Cour constitutionnelle du Bénin et puis la Cour commune de justice et d'arbitrage. Le dialogue, c'est l'un des éléments fondamentaux qui peuvent régler des conflits, surtout pour des cours qui n'ont pas les mêmes champs de compétences. On parle de primauté donc, et de suprématie d'une des cours et bien évidemment la pertinence de l'organisation d'un tel cadre de dialogue. C'est toujours bon d'avoir des cadres de dialogue. Après, chacun dans son domaine de définition. Donc le dialogue est toujours utile. On ne peut pas concevoir une société sans dialogue. On ne peut pas concevoir une communauté sans dialogue. On ne peut pas concevoir un pays sans vertu de dialogue. Et ce dont nous souffrons au Bénin notamment, c'est l'absence de dialogue. Je l'ai dit souvent. Il y a plus de monologue que de dialogue. Le monologue, c'est pas quand le dialogue, c'est pas quand 5 personnes s'assemblent autour de cette table. Le problème, c'est que même s'il y a 10 personnes, les gens se quittent toujours avec la conviction que c'est eux qui ont raison. Ils quittent les débats encore plus rassurés que c'est eux qui ont débat, parce qu'ils se rassurant plus que c'est eux qui ont débat, parce qu'ils n'y vont pas l'esprit ouvert. C'est-à-dire que nous menons des peut-être... c'est des monologues croisés. Justement, on ne s'écoute pas. Merci, on ne s'écoute pas parce qu'on est convaincu qu'on a raison. Donc on ne s'ouvre pas aux autres. Et on fonctionne comme ça. Moi, ça m'amuse quand les chaînes internationales viennent, parce que nos candidats, les politiques au Bénin, peut-être en l'Africain, tellement le but c'est de l'étranger, que bon, voilà, les politiques du Bénin... Nous sommes une nation hospitalière. Les politiques du Bénin préfèrent aller parler à la presse internationale qu'à la presse locale. Que le président en exercice le fasse de temps en temps, on peut comprendre. Il y a des candidats qui parlent qu'à la presse internationale. Il y a des personnalités qui adorent quand on les appelle au niveau de la presse internationale. Et ils disent les mêmes choses. Qu'ils ne sont pas mieux traités que, bon, la seule différence c'est que, bon, ils sont peut-être écoutés ici et là, mais aujourd'hui, avec le village planétaire, ils n'ont pas besoin de la presse internationale. À moindre coût, ils parlent à la presse locale. Parce que c'est même sans coût.
À la presse nationale, ils sont obligés de payer le frais d'avion et autres. Alors, le point qui se pose dans le dialogue, c'est que si nos personnalités, nos sachants, se livrent à de réels échanges d'idées, mais les médias sont disponibles pour les écouter. Et donc, les sujets avanceraient. Lorsque quelqu'un dit « on m'a exclu des élections », on aurait dû mettre les faits, on mettrait les faits sur la table pour voir à quel niveau le processus s'est calé entre juin 2018, lorsqu'il y a eu le séminaire sur les réformes politiques, et le vote des lois en octobre, septembre, fin août 2018, début septembre 2018, leur promulgation fin septembre 2018, et leur mise en œuvre lorsque la Sénat a lancé le processus et que la Cour constitutionnelle a parlé de certificat de conformité. On aurait dû mettre les faits et voir le comportement de chaque acteur pour tirer les grandes conséquences, pour que demain on ne... Mais est-ce qu'on l'a fait? On ne l'a jamais fait. Parce que le dialogue, personne ne s'ouvre. Donc, c'est bien. Je pense que la rencontre CCJA et Cour constitutionnelle CCJA est une belle rencontre. Après, il faut que les gens se parlent. Et puis après, chacun, dans le cadre de ses prérogatives, puisse prendre ses décisions librement. Je trouve que c'est une... Leur mission est totalement... Ils ont des missions différentes. Quoique, l'un s'occupe de l'arbitrage et de... On parle donc de la primauté du droit au hadar. Non, oui, la primauté du droit communautaire sur le droit national. Donc, en fait, le droit communautaire, notre constitution a prévu. Mais cela dit, la Cour constitutionnelle pas des décisions déjà antérieures, essayer de mémoriser. Ça dépend d'un certain nombre d'aspects liés au fond du dossier en réalité. Je pense qu'il y a beaucoup il y a assez de paramètres, de nuances à intégrer. D'où la nécessité pour les deux instances de se parler. Mais au-delà des instances, il faut que les hommes se parlent, il faut que les acteurs se parlent, il faut que les gens, pour que nous puissions avoir une meilleure politique de développement, pour que nous ayons des élections apaisées, pour que nous ayons des institutions qui fonctionnent, il faut que les gens apprennent à se parler, mais surtout à s'écouter. Et c'est l'écoute qui n'existe pas, c'est cette écoute-là qui fait que, c'est l'absence de cette écoute qui fait aujourd'hui que depuis 10 ans, et depuis 20 ans, depuis 30 ans, nous tâtonnons. Depuis 60 ans, nous tâtonnons. Parce que chacun vient et pense qu'il détient la vérité absolue, ne s'ouvre pas à l'autre. Et chacun garde sa position jusqu'à la vieillesse. Et après, il meurt, et puis bon, voilà, et il disparaît, sans jamais faire l'unanimité. Bon, quand il finit de mourir, quelques discours en termes de d'épitaphe lui permettent de te rappeler ce qu'il a fait de bon. Mais il y en a, je me rappelle, quand Mathieu Kelkou est décédé, Janvier Assogba, il dit, mais voilà, un Dahomey, enfin un Béninois de moins. Alors voilà comment sera l'hommage rendu à son ancien camarade de lui. Un Dahomey, bon, enfin un Béninois de moins. Donc, vous voyez, quand les gens ne se parlent pas, jusqu'où on peut en arriver dans la non-acceptation de l'autre. Or, la vie communautaire, c'est d'abord le vivre ensemble, c'est s'accepter mutuellement, accepter les différences, accepter les contradictions. Comme cette phrase que nous avions adoptée quand on était étudiants à Le Héros, le journal des étudiants. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je te battrai pour que tu aies le droit de le dire. Nous l'avons adopté, nous l'avions inscrit sur le journal, il est encore là. Tout à fait. Ça fait partie, le droit à la tolérance, le droit à l'indifférence, le droit, l'humilité de se dire que l'autre aussi a quelque chose à vous dire. Après, celui qui prend la décision finit par prendre sa décision en bas, mais il aurait écouté l'autre. Et quand on a eu le temps de s'exprimer et on a l'impression d'avoir été tout le monde se lève satisfait, on se serre les pinces et puis on avance. En tout cas, dans les institutions, l'UNEP pourrait aussi parler de l'union dans la diversité d'opinions. Pareil. Oui, non, on n'a pas parlé de tout à fait. Moi, je suis de pas de mouvements des contradictions internes liées à ces mouvements. Donc, non, je parle de la liberté d'expression. Et donc, dans la liberté d'expression, chacun doit pouvoir dire ce qu'il pense. Après, oui, on peut rester ensemble dans la diversité. C'est surtout ça. On est différents. L'union de la diversité, c'est une expression également valable. Il faut vivre, mais il faut comprendre. Parce que quand c'est
mécanique, c'est juste dit parce qu'on a envie de plaire. L'union dans la diversité. Oui. Quelle est la part de l'union? La part de la diversité. La liberté de l'un, ça reste la commerciale des autres. Donc on est là. Dès qu'on conçoit que j'ai ma liberté et vous avez la vôtre, et que le vivre ensemble nous implique d'abandonner une partie de cette liberté au nom de la communauté, et que donc chacun essaie de redéfinir son espace, et vous allez voir que tout le monde se retrouve bien. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforican. Vous êtes notre consultant politique à ETélé. Vous êtes par ailleurs expert en gouvernance, consultant en médias et communication. Merci pour cette disponibilité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis également. C'est la fin de ce premier numéro de cette semaine de votre émission Le Grand Soir. Vous suivrez après nous votre feuilleton, les filles de la mafia. Vous n'oubliez pas votre tranche dédiée au débat technique à partir de 21h30. Raconte ta journée. C'est à partir de 23h avec Stanislas Benoupo à moi. Vous n'oubliez pas de nous suivre sur nos canaux digitaux quand il s'agit de la page Facebook Télé Live, la chaîne YouTube Télé Bénin. Vous téléchargez notre application Télé Bénin et vous nous suivez un peu partout. Vous n'oubliez pas le www.etelebénin.com. Mesdames et messieurs, merci. Bonne suite des programmes sur nos antennes.